Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer encore sur le MOOC Introduction générale à l'orthodontie et à l'orthopédie dentofaciale. Et aujourd'hui, on va parler d'un autre aspect de l'orthodontie, un chapitre qui s'intéresse, qui est important au niveau de la compréhension et qui va avoir beaucoup d'impact au niveau de la pratique orthodontique d'une manière générale. Ce sont l'utilisation des âges biologiques au niveau de la détermination du développement des patients qu'on traite en orthodontie. Donc on s'intéresse à ce sujet vu que l'orthopédie dentofaciale est considérée comme un véritable suivi médical qui va s'étendre sur toute la période de croissance de l'enfant. Donc il y aura beaucoup de modifications morphologiques, mais aussi de modifications au niveau de la croissance des bases osseuses, mais aussi au niveau de la croissance dentaire et au niveau de l'éruption dentaire. Il y aura des changements, des modifications, et donc l'orthodontiste doit être à même de savoir ces modifications et de s'adapter, d'intervenir au niveau des moments de quiescence et ou aussi de profiter des accélérations de croissance pour avoir plus d'effets thérapeutiques. Donc il convient de connaître le potentiel de croissance encore disponible et donc situer l'enfant sur sa courbe de croissance d'une manière générale. Alors pourquoi on va s'intéresser à cette courbe de croissance? Pourquoi on va vouloir placer l'enfant au niveau de sa courbe de croissance? On va s'intéresser à ça pour savoir le moment le plus propice au traitement, pour avoir plus d'effets thérapeutiques et moins de perte d'énergie et de force, et aussi pour réduire le coût du traitement quand cela est possible. Le temps de traitement envisageable, il faut aussi choisir le type de traitement qu'on prévoit réaliser. Est-ce que ça va être du préventif? Est-ce que ça va être une action à but abstentionniste? C'est-à-dire il va falloir attendre un changement pour qu'on puisse intervenir. Est-ce qu'on vise une action orthopédique fonctionnelle ou on veut coller des dents? Donc pour cela, on utilise un appareillage fixe. Pour cela, il faut que les dents soient sur l'arcade et choisir le bon moment. Un autre élément important pour lequel il va falloir connaître la courbe de croissance et la quantité de croissance chez les patients qu'on traite, c'est que savoir la durée de traitement ou essayer de déterminer avec plus ou moins une grande précision une étape d'un traitement lorsqu'on préconise de traiter en 2 phases au lieu de traiter en une seule phase. Bien sûr, les courbes de croissance et les quantités de croissance nous permettent aussi d'avoir un pronostic du traitement et aussi un pronostic sans qu'il y ait intervention orthodontique lorsqu'on choisit donc une attitude abstentionniste. Bien sûr, le type de croissance détermine d'une manière ou d'une autre le type de surveillance et le type de contention qui vont garantir donc le résultat final et donc la stabilité du traitement que nous avons entretenu. Bien sûr, nous avons déjà la civile. La civile, c'est une quantité mesurable, bien sûr, qui ne va pas nous permettre d'évaluer donc le stade de développement de croissance somatique et dentomaxillaire. Il donne rarement un renseignement précis sur l'état ou la période de croissance du patient. Elle est principalement une grandeur qui va avoir une importance surtout administrative, surtout pour les âges de remboursement quand il y a un système de sécurité chez le patient. Alors que sur le plan clinique, qui nous intéresse nous, il n'en est rien, donc il sert beaucoup plus comme un référentiel pour commencer le traitement. Les âges biologiques donc constituent la seule référence réelle qui nous indiquera l'attitude thérapeutique à adopter. Et donc, pour pouvoir connaître ces âges biologiques, il va falloir s'intéresser à ça. Et ces âges biologiques vont nous permettre d'aborder l'enfant sur une base beaucoup plus morphologique que civile ou chronologique. Les âges biologiques, on peut les citer comme suite. On va s'intéresser bien sûr à l'âge pubertaire. Puis nous avons l'âge statural qui va s'intéresser au changement de la taille et on va utiliser la science qui s'appelle l'oxiologie. L'âge dentaire, en s'intéressant au phénomène d'éruption dentaire et au changement des dentures et de dentition. Et bien sûr, l'âge osseux qu'on verra, va nous donner plus d'informations sur la croissance osseuse et maxillaire. Alors,
on va s'intéresser d'abord à l'âge pubertaire. L'âge pubertaire, c'est relié chez les filles, il correspond à l'âge d'apparition de la première ovulation et des premières règles, avec augmentation de sécrétion des gonadotrophines, sous l'influence bien sûr hormonale et hypophysaire, et puis le dosage dans les urines de la 17-cétostéroïde nous permet donc d'avoir une idée sur le moment de cette puberté chez les garçons et chez les filles. Maintenant, est-ce que l'âge pubertaire qui va correspondre morphologiquement à l'apparition des caractères sexuels secondaires, est-ce qu'il a une utilisation en orthodontie? Cet âge n'est pas très intéressant pour la simple raison que le pic pubertaire va se situer chez les filles avant la puberté. La première ovulation donc, précède de peu l'arrêt de la croissance. Il survient à un âge moyen de 13 ans, 2 mois. Chez les garçons, là, en général, le pic pubertaire, il va survenir, ou le pic de croissance va survenir après l'apparition des caractères sexuels secondaires et après la puberté. Donc, il existe en plus une grande variabilité individuelle entre chaque patient qui fait que cet âge va être limité au niveau de son utilisation globale en orthodontie. Après, nous avons l'âge statural. Donc, la croissance staturale a été étudiée par l'équipe de Bjork, qui a montré que la croissance staturale est représentée par une courbe comportant un pic que l'on retrouve au niveau de la croissance faciale, parce qu'il y a une correspondance, une superposition entre la croissance faciale maxillaire et aussi la croissance mandibulaire ou la croissance condylienne, avec un petit retard au niveau de la croissance mandibulaire par rapport à la croissance faciale. Et donc, on va essayer d'avoir une superposition où nous nous intéressons à la croissance staturale. Nous allons avoir une idée sur la croissance faciale et la croissance staturale. Maintenant, l'utilisation de cet âge statural en orthodontie, l'âge statural nous donne une image globale de la croissance, mais il ne nous permet pas de situer suffisamment tôt le pic de croissance permettant d'intervenir avec la croissance pour la thérapeutique. Donc, c'est très utilisé par les pédiatres, mais en orthodontie, ça nous donne une idée, mais il va falloir apporter plus de précision en nous intéressant à un autre âge qui est l'âge osseux qu'on va voir après. Nous avons aussi l'âge dentaire. L'âge dentaire peut être évalué en prenant en considération 2 critères physiologiques. Le premier critère, c'est l'éruption dentaire. Et là, on parle de l'âge dentaire d'éruption, qui va prendre en considération les stades d'éruption. Et puis, nous avons le stade de minéralisation dentaire et là, va nous imposer de prendre des clichés radiologiques qui vont nous permettre d'identifier les stades de minéralisation et d'évolution dentaire. Bien sûr, lorsqu'on s'intéresse au stade, à l'âge dentaire selon l'éruption, l'âge dentaire, celui qui s'est intéressé à ça, vous avez, qui a une grande célébrité au niveau de la littérature orthodontique d'une manière générale, c'est Urm, le diagramme du Urm qui est connu. Vous avez le maxillaire, la mandibule, vous avez les garçons et les filles, et pour chaque dent, vous avez la moyenne d'âge d'éruption, plus ou moins l'écart type que vous avez au niveau de ce diagramme. Après, vous avez Château qui s'est intéressé, qui a introduit la formule dentaire, la célèbre formule dentaire qui correspond donc au nombre de dents permanentes sur l'arcade, qui ont fait l'éruption sur l'arcade, divisé par 4 plus 5, donc nombre de dents permanentes sur l'arcade plus 5 divisé par 4, très utilisé par les pédodontistes. Cependant, cette formule présente un inconvénient en cas d'éruption asynchrone et anarchique. Donc les variations individuelles posent problème à ce niveau. Cette formule est valable en période d'éruption des dents permanentes. Elle suppose qu'une série de 4 dents permanentes évolue chaque année d'âge civil à partir de l'âge de 6 ans. L'âge dentaire selon la minéralisation va s'intéresser à autre chose. Donc le praticien va utiliser et prévoir le développement de la dentition par rapport au degré de calcification des dents. Et vous avez plusieurs tables. La plus célèbre, c'est la table de Nola qui va classer en 10 stades. Cette classification a été proposée en 1960, c'est quand même ancien. L'estimation de l'âge dentaire n'est pas basée sur la dernière phase qui est l'éruption, mais sur l'étude de l'ensemble du processus de minéralisation. Donc, on a encore
plus de précision au niveau de l'éruption dentaire. Bien sûr, il y en a d'autres auteurs qui se sont intéressés et qui nous ont proposé des tables de détermination de l'âge dentaire selon la minéralisation, notamment d'Emergent et collaborateurs en 1972, qui donnent donc, pour chaque dent, on va attribuer un chiffre et qui est en fonction de son stade de développement. Et à la somme des chiffres obtenus pour l'ensemble de la denture correspond dans le tableau l'âge dentaire, plus la somme obtenue est faible, plus l'âge dentaire est bas et inversement. Et donc, on va se baser sur un cliché panoramique et on va prendre le cadran inférieur gauche et vous allez pour chaque dent, que ce soit une monoradiculée, une pluriradiculée, une classification des stades d'évolution de A jusqu'à H en alphabet. Et une fois pour chaque stade d'évolution, vous avez un score et on fait la sommation. Une fois qu'on a fait la sommation, on peut déterminer donc la moyenne d'âge du patient. Maintenant, quel est l'intérêt de l'âge dentaire au niveau de la pratique orthodontique? L'utilisation de cet âge en ODF, l'âge dentaire d'irruption peut être intéressant pour établir un retard d'évolution dentaire. Il existe un retard, on parle de retard d'une manière générale, quand il y a une variation de plus de 2 fois l'écart type, selon les différentes tables qu'on a. C'est intéressant aussi pour diagnostiquer une anomalie d'irruption telle qu'une rétention ou une inclusion dentaire d'une manière générale. Nous avons aussi les stades de dentition, de morphogénèse des arcades. On aura un cours dédié uniquement à la morphogénèse des arcades. On en parlera de ça en détail. Les stades de dentition qui ont été établis par Desmogé et Besnard nous permettent, elles, d'estimer quelle thérapeutique peut être appliquée à un stade bien déterminé parce que nous avons des phases de stabilité et phases de changement ou phases de constitution. Donc vous avez les différents stades, on va en parler après. Par exemple, lorsqu'on est en phase de denture mixte stable, c'est le moment de faire des traitements précoces ou des traitements interceptifs, soit en faisant des extractions pilotées, soit en levant du supra, soit en faisant un déverrouillage de l'occlusion. Donc on peut intervenir à des moments bien précis de la dentition. Maintenant, l'âge qui va nous permettre d'avoir plus de précision par rapport au degré de croissance et de développement de nos patients est l'âge osseux. L'âge osseux, c'est quoi l'âge osseux? L'âge osseux, il correspond au stade de maturation du squelette du sujet à un moment donné et qui correspond à l'activité des cartilages de conjugaison. La croissance osseuse et l'ossification sont deux phénomènes distincts, mais généralement l'ossification suit la croissance d'une manière générale. Et il existe un synchronisme entre la croissance staturale et la croissance faciale telle que l'a été démontrée par Björk et ses collaborateurs. D'ailleurs, Björk a démontré qu'il existe une étroite corrélation entre l'âge osseux, la maturation squelettique et le taux de croissance staturale d'une manière générale. Cette correspondance intéresse fortement l'orthodontiste. Il permet donc de situer le patient sur sa courbe de croissance staturale. Il permet d'établir le parallèle avec l'âge dentaire en vérifiant est-ce qu'il y a un retard ou il y a une précocité où les choses se font d'une manière synchrone. Il détermine aussi le potentiel de croissance disponible. Est-ce qu'il est, en général, il va être favorable quand on est avant le pic pubertaire, c'est-à-dire qu'il y a encore de la croissance à compenser ou à utiliser. Défavorable quand on est au-delà du pic pubertaire en fonction de ce qu'on veut réaliser comme traitement. L'obtention du meilleur résultat thérapeutique dans un minimum de temps se situe pendant la période de croissance maximale parce qu'on a tendance à vouloir profiter de la croissance et donc utiliser le maximum de réponses mandibulaires, par exemple, quand on est dans une situation de classe 2. Donc, on va essayer de se mettre avant le pic pubertaire pour avoir le plus d'effet de notre thérapeutique. Donc, voici la courbe staturale de Björk sur laquelle vous avez le cercle qui matérialise la détermination, la correspondante avec l'âge osseux et vous avez MP3 cap plus le sésamoïde, c'est la médiale phalange du troisième doigt qui a la forme entre l'épiphyse et le diaphyse en forme de cap, c'est-à-dire il y a un débordement au niveau de l'épiphyse par rapport à la diaphyse et l'apparition du sésamoïde. Donc c'est à ce niveau qu'on peut avoir le maximum de croissance. Maintenant,
Quels sont les moyens de détermination de cet âge osseux? Le premier moyen, c'est une estimation qui va être faite au niveau de la courbe staturale, en nous référant à la courbe de croissance staturale, ou en prenant des radiographies, des clichés radiographiques, par l'intermédiaire donc de radiographies au niveau des articulations en général du corps, que ce soit au niveau du coude, au niveau du pied, au niveau du genou, du poignet, qui va permettre, ou au niveau cervical sur une téléradiographie de profil, qui va permettre, selon des tables bien précises qui ont été étudiées par des auteurs, la quantité de croissance qui reste disponible, et on va appeler ça des atlas de radiologie. Les moyens de détermination, on peut utiliser la radiographie main-poignet. En général, on va prendre la radio par convention, la radio main-poignet de la main gauche. Et nous avons tous les standards qui sont établis au niveau de l'atlas de Grealish-Uphill ou celui de Todd. Une radiographie du coude aussi, on va s'intéresser à une coude de face et de profil avec un atlas de l'apparition de la taille des épiphyses du coude, condyle, épicondyle, au niveau de la trochlée, au niveau de l'olecrâne et au niveau de la tête radiale. C'est la méthode qui est utilisée par Naum et Sofgren au niveau de leur atlas. On peut aussi utiliser des radiographies de la hanche au niveau de l'atlas de Reiser, ou on va utiliser des clichés de profil au niveau des vertèbres cervicales à l'aide de l'atlas de Lamparski ou d'autres auteurs qui ont aussi proposé ça sur des téléradiographies de profil. Donc radio main-poignet au niveau de la main gauche. Les moyens de détermination de l'âge osseux, donc on va, selon la méthode de Björk et de Helm, nous avons le MP3 dont on a parlé tout à l'heure, le MP3 cap, qui est le débordement de l'épiphyse par rapport à la diaphyse, se réalise à peu près en même temps que le pic pubertaire ou un an après. Nous avons le MP3 union qui va apparaître après le pic de croissance, soit à 1 à 2 ans après. Et puis la calcification du cartilage radial indique l'arrêt de la croissance staturale. Par contre, celle de la mandibule, comme on avait dit, comme il y a un petit décalage, va toujours se prolonger un peu plus par rapport à cette croissance d'une manière générale. Donc voici des clichés, on voit la position en MP3 cap et on voit aussi l'apparition de l'os sésamoïde. L'os sésamoïde, on peut pas s'y fier parce que, comme vous le savez, c'est une variante anatomique et chez certains patients, il n'y a pas l'apparition de ce petit os. Alors maintenant, quelle est la corrélation? Existe-t-il une corrélation ou une liaison entre l'âge osseux, l'âge dentaire et l'âge civil? Donc il y a une corrélation entre l'âge pubertaire et le pic de croissance. Il y a une importante corrélation aussi entre l'âge statural et le pic de croissance faciale, entre le pic pubertaire et l'âge osseux, MP3 cap, apparition du sésamoïde. Mais il existe de grandes variabilités entre l'âge dentaire et tous les autres âges, y compris la quantité de croissance en fonction de la formule dentaire. Donc il n'y a pas un parallèle parfait entre la croissance dentaire et la croissance osseuse. Les dents habitent chez les maxillaires, mais ils ont leur propre rythme de croissance. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire et ce dont je voulais parler en fonction. Voici un aperçu général sur l'ensemble des âges biologiques. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'on a besoin de quelque chose de mesurable, de variables mesurables qui vont nous permettre de quantifier cette croissance. Donc, au-delà de cet aspect statique qui peut revêtir cette notion de l'âge, les âges dentaires et osseux nous permettent de déterminer donc l'âge biologique, seul âge utile qui nous permet de choisir donc la meilleure thérapeutique au meilleur moment en fonction du stade de la morphogénèse des arcades et de maturation squelettique du patient. Donc il faut que la connaissance de ces âges nous permette d'être beaucoup plus efficace et beaucoup plus efficient au niveau de nos interventions thérapeutiques. Donc je vous remercie pour votre attention et on va se retrouver sur un autre chapitre du mot. Je vous souhaite une bonne journée.